Notre prochaine présentation est celle de Khawla El Khalil, qui est conseillère à la recherche au CPRMV, donc je le connais bien, mais qui aujourd'hui vous parle sous son chapeau de chercheuse autonome, non pas comme candidate à la maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal, comme il est indiqué sur le programme, ça c'est terminé depuis très peu, mais comme doctorante en sciences politiques à l'Université McGill, qui va vous présenter sur le cadrage en période de crise, réponse à la COVID-19 d'influenceurs de la droite radicale au Québec. À toi, Khawla. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être ici parmi vous. Je tenais à remercier le CEPHIR d'avoir organisé ce colloque. Donc, mon nom est Khawla El Khalil et je suis candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université de McGill. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon mémoire de maîtrise qui a été sous la direction du professeur Frédéric Bastien et du professeur Samuel Tanner de l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, le titre s'intitule « Cadrage en période de crise, réponse à la COVID-19 des influenceurs de la droite radicale au Québec ». Et pour commencer, je tenais quand même à préciser et de faire une distinction entre ce que c'est l'extrême droite et ce que c'est la droite radicale. Donc, à la différence de l'extrême droite, la droite radicale accepte le jeu de la démocratie, mais cherche surtout à le déstabiliser sans systématiquement prôner la violence. Alors que l'extrême droite, qui est souvent accompagnée d'une critique de la démocratie, de l'égalité, qui est un peu une forme extrême du nationalisme, c'est aussi le rejet de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par influenceur et qu'on va revenir dessus plusieurs fois dans la présentation? Influenceurs, ce sont des personnes qui vont façonner l'opinion publique et qui vont faire la publicité de biens et de services publics au calibrage consciencieux de leur persona en ligne. En tant que créateurs de contenu, ils vont adopter des techniques de marketing, par exemple, pour construire un public et ainsi vendre leurs idées. Maintenant, je me suis intéressée dans mon mémoire à une question plus générale, c'est dans quelle mesure la pandémie de la COVID-19 a-t-elle changé le discours des influenceurs de la droite radicale? Et je me suis posé aussi deux questions spécifiques, à savoir quels sont les sujets prédominants dans le discours des influenceurs de la droite radicale? Et pour ce faire, j'y réponds grâce à une analyse automatisée, donc une analyse plus quantitative. Et une deuxième question, c'est comment les influenceurs de la droite radicale vont cadrer leur discours durant la pandémie. Et pour cette partie, on est plus sur une analyse par codage manuel et une analyse plus qualitative. Bref, revue de la littérature, quelques constats. Ce que nous savons, c'est que les études antérieures se sont concentrées davantage sur la manière dont les groupes d'extrême droite vont utiliser les plateformes en ligne. On sait également qu'ils utilisent les plateformes sociaux pour promouvoir une identité collective et que les processus de cadrage sont utilisés pour recruter des nouveaux membres et formuler ainsi des problèmes qui nécessiteraient des solutions d'action collective. Ce que nous ignorons, c'est comment les influenceurs de la droite radicale vont articuler et diffuser leur discours sur ces réseaux sociaux. Et très peu d'études, à ma connaissance, ont analysé le discours de certaines figures emblématiques de la droite radicale, si ce n'est que le rapport du CEPHIR et le dernier rapport de la chaire UNESCO-PREV, qui a beaucoup travaillé sur le mouvement conspirationniste au Québec. Pour ce qui est du cadre théorique, nous utilisons le cadrage médiatique pour plusieurs raisons. Donc la première chose, c'est que l'analyse de cadrage a été utilisée dans la littérature pour disséquer le langage utilisé par les militants de la droite radicale. Elle a été également appliquée à d'autres organisations d'extrême droite, notamment les organisations identitaires néofascistes. Et enfin, elle a été identifiée aussi pour analyser le discours en lien avec les questions identitaires, la migration, les valeurs et l'autoreprésentation. Passons maintenant à la méthodologie. La base de données était constituée de 15 608 tweets de 5 influenceurs très prisés de la droite radicale au Québec sur une période de 2 ans, donc de janvier 2020 à avril 2022. Notamment, on avait la base de données les tweets d'Alexis Cossette-Trudel, Stéphane Blais, Vic Survivaliste, André Pitre et Alexandre Cormier-Denis. Je ne reviendrai pas sur les influenceurs, mais la raison pour laquelle je les ai choisis, c'est notamment grâce au rapport du CEPHIR qui avait identifié cette frange identitaire de la droite.
Et pour ce qui est du modèle, nous utilisons un modèle mixte, donc à la fois un modèle séquentiel explicatif dans lequel on a une première partie plus quantitative et ensuite une partie qualitative. Je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails de la méthodologie, mais juste pour vous faire un bref aperçu, la première phase de l'étude s'est concentrée principalement dans l'identification des thèmes ou des sujets dominants dans le discours des influenceurs de la droite radicale pour répondre à ma première question de recherche. Et la deuxième, qui est une analyse plus qualitative, a permis d'approfondir en fait ces sujets et de faire une collecte de données exhaustives de 8 sous-échantillons sur 7 périodes durant la pandémie. Revenons un peu sur la première partie, donc l'analyse quantitative. J'ai utilisé la modélisation thématique par LDA. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué, mais la modélisation thématique par LDA est un modèle génératif probabiliste qui va me permettre d'expliquer les ensembles d'observations. Donc ici, c'est des tweets, donc une analyse textuelle, par des groupes non observés, donc des sujets, qui va expliquer pourquoi certaines parties, donc les mots, des données sont similaires. Autrement dit, les mots qui sont fortement associés au sujet prédominant ont plus de chances d'être sélectionnés et placés dans un sac de thèmes. Maintenant, passons à l'analyse qualitative. Et ici, j'utilise la méthode Charlotte Ryan. Donc, Charlotte Ryan a écrit un livre qui s'intitule Prime Time Activism et qui avance que l'analyse de cadrage est plus qu'un processus d'interprétation d'événements sélectionnés. C'est en effet carrément le processus de création des événements. Donc, en passant... Donc, si on applique ça à mon cas d'étude, donc qui est la droite radicale, la stratégie de ces influenceurs est de créer une réalité alternative de ce qui nous montrent les médias traditionnels. Et la méthode Charlotte Ryan est basée sur trois étapes. Donc, la première, quel est le problème? Qui est responsable? Quelle est la solution? Et enfin, quelle image, quel symbole véhicule le cadre? Et je l'ai fait pour créer une grille d'analyse. Et ici, je vous fais juste un petit aperçu de la grille d'analyse que j'ai créée pour un seul cadre. Et pour chacun, j'y réponds pour les 3 questions. Ensuite est venu le temps d'optimiser en fait le nombre de sujets pour mon analyse quanti. Donc, il faudrait générer combien de sujets pour être sûr que ça soit cohérent. Et pour ce faire, il convenait dans un premier temps de calculer ce qu'on appelle le score de cohérence, et ce qui nous permettrait en fait de faire la distinction entre les sujets qui sont sémantiquement interprétables et les sujets qui sont des interfacts. Et comme vous pouvez le voir sur la figure, eh bien le score, la cohérence, le nombre de scores pour le meilleur et pour le 7. Donc il faut générer 7 sujets pour avoir la meilleure cohérence. Et c'est ce que la machine donne, donc la validation des sujets des influenceurs de la droite radicale et leurs 10 premiers mots trouvés par modélisation des sujets. Donc nous avons un premier sujet élite, gestion de crise, médias, fausse pandémie, conspiration, liberté, résistance et gouvernement. Maintenant, intéressons-nous à la proportion des sujets attendus. Donc, le sujet élite, c'était le sujet le plus fédérateur, qui faisait référence à un discours anti-élitiste. Le sujet élite fait également référence à la volonté d'emprisonner des élites politiques, par exemple, et il avait une proportion de 25%. Ensuite, le deuxième sujet, c'était la gestion de la crise, et il comptait pour 19% des sujets attendus. Il était représenté par des mots tels que injustifié, anticonstitutionnel, abus, irresponsable, illégal. Et ensuite, nous avons le sujet média qui avait des mots comme subventionné, fake news, etc. Et il représentait 17%. Ensuite, nous avons le sujet fausse pandémie qui avait des mots comme pandémie, fausse pandémie. Et c'était l'idée, il mettait de l'avant l'idée selon laquelle la Covid-19, c'était pas plus grave qu'une grippe, etc. Et ensuite, nous avons le sujet conspiration qui avait des mots comme conspiration, chloroquine, remplacement, QC, selon laquelle la pandémie aurait été instrumentalisée pour faire avancer un programme politique caché, donc l'État profond, le deep state. Et ensuite, le sujet liberté et résistance, avec des mots comme stop confinement. Donc, on était contre les restrictions excessives que mettait en place le gouvernement. Et enfin, le sujet gouvernement, c'était le sujet qui avait la plus basse proportion. Et à vue d'œil, ce sujet on n'était pas en mesure de tirer un récit vraiment cohérent à partir de ce sujet.
Donc, nous examinons d'abord dans quelle mesure la crise de Covid-19 a détourné l'attention du discours nativisme et du discours haineux. Et comme on peut s'en apercevoir, les deux cadres qui avaient eu la plus faible proportion, c'était le cadre nativisme, qui était lié davantage à tout ce qui était anti-immigration, grand remplacement, donc selon laquelle la population blanche européenne va être remplacée par une population maghrébine, musulmane et autres. Et enfin, on avait l'identité québécoise, donc qui se rapprochait vraiment à la nation québécoise est menacée et il faut la protéger. Et ensuite, on a le cadre discours haineux. Donc, on avait un discours qui était contre les minorités ethniques, notamment musulmans, noirs, juifs, autochtones, minorités anglophones, et également la minorité LGBTQ+. Ensuite, pour ce qui est du cadre gouvernance, eh bien, dans notre corpus d'analyse, le cadre de gouvernance était le cadre le plus prédominant et il était utilisé dans 33,3% du corpus d'analyse. Les influenceurs de la droite radicale ont particulièrement critiqué le gouvernement canadien et québécois, citant la fermeture tardive de la frontière canadienne, ainsi que le manque de ressources pour les hôpitaux, la crise des CHSLD pour faire face à la pandémie. Ils qualifiaient les décisions administratives de calamiteuses, trompeuses, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, on avait un discours aussi qui était beaucoup contre les médias traditionnels, un discours anti-élitiste. On critiquait énormément le gouvernement par rapport à sa gestion de la crise et on a fait aussi des tweets qui étaient beaucoup pour pro-Trump, donc qui étaient vraiment par rapport à l'éloquence de Trump et comment il a géré la crise. Donc voilà quelques exemples, je vous laisse quelques secondes pour les lire. Donc je les ai extraits des tweets des influenceurs de la droite radicale au Québec par rapport au cadre de gouvernance. Donc, on peut lire « Les mondialistes de toute évidence que le coronavirus se propage. L'OMS et le Collège des médecins du Québec se sont complètement fourvoyés. » Je ne lirai pas la suite, mais vous pouvez le voir. Ensuite, on avait le cas de conspiration qui venait en deuxième lieu. Et le cas de la conspiration, on l'a vu dans les présentations, est revenu quand même beaucoup. Mais on avait beaucoup un discours anti-vaccin, anti-masque. Il y avait beaucoup le discours que la pandémie, c'était une fausse pandémie, c'était juste une grippe, que le gouvernement exagère. Il y avait aussi beaucoup de tenants pour dire que la chloroquine, c'était un remède effectif contre la Covid, contre le virus. Il y avait aussi des tenants de discours pro-QAnon. Il y avait aussi que le virus a été créé dans des entreprises et Bill Gates serait lié. Il y a aussi donc le discours état profond, le grand recette, et par rapport aussi, l'origine Covid, on est témoin, et 5G encore moins. Donc voilà quelques exemples de tweets qui étaient revenus. Et ensuite, le cadre liberté et le troisième cadre identifié a permis de s'interroger sur l'étendue ou la nature spécifique de certains pouvoirs mis en œuvre en réponse à la Covid-19. Les influenceurs de la droite radicale se sont dit préoccupés par rapport aux restrictions très calamiteuses du gouvernement, très restrictives. Donc on était beaucoup on est contre le confinement. Mais également, on voulait aussi avoir cette résistance. On demandait aux gens de manifester avec eux. On devait s'entraider pour une même cause, pour protéger la nation québécoise, et on était également contre la censure. On sentait qu'on avait des idées propres à nous et qu'on était toujours censurés. On l'avait vu, plusieurs influenceurs ont vu leur page Facebook ou leur compte Twitter donc suspendu par le gouvernement. Donc en fait, ça a renforcé davantage les idées. Donc voici quelques exemples. Donc voilà une dictature médicale totalitaire en action. Défiant les mesures tyranniques basées sur des mensonges, ça appelait beaucoup à il faut se mettre, il faut aller sur le terrain, il faut combattre, refusons le contrôle social des mondialistes, etc. Et j'invite la population du Québec à contester devant les tribunaux toute contravention découlant d'une atteinte aux consignes. Maintenant, ici je vous montre en fait l'évolution des cadres durant la pandémie. Donc la ligne temporelle se trouve sur l'axe horizontal et les nuances chromatiques sont sur l'axe vertical et la proportion de documents, donc les tweets,
dans chaque cadre, mois par mois, est représenté par les zones colorées. Ce qui m'a paru très important, c'est que chaque pic dans ce graphique était vraiment en parallèle avec des événements réels. Donc les gens s'adaptaient au discours que le gouvernement mettait en place. Donc au cours des premiers mois de la pandémie, on a observé un changement des cadres du nativisme et du discours haineux. Ils ont commencé à s'affaiblir et se substituer à 3 autres cadres, notamment liberté, conspiration et gouvernance. En effet, le 10 mars 2020, l'OMS qualifie le coronavirus de pandémie. S'ensuit alors la déclaration de l'état d'urgence au Québec le 13 mars, la fermeture des frontières canadiennes le 17 mars et le début du premier confinement le 23 mars. Et on le voit avec les pics. Donc, on voit que le cas de conspiration et le cas de gouvernance étaient beaucoup élevés en mars et en mai. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, on va voir que ici, le plus gros pic ici, c'est par rapport à la guerre Ukraine et Russie. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, là où on parlait un peu moins de la pandémie et on avait quelque chose de beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus internationalisé, donc la guerre en Ukraine, et bien on change ensuite le discours. Les influenceurs de la droite radicale changent leur discours pour s'adapter au contexte international. Donc voilà. Et en réaction à cette nouvelle stratégie, ils vont créer une nouvelle réalité alternative, un nouveau discours pour s'adapter à ces enjeux. Pour ce qui est de la conclusion, les influenceurs de la droite radicale ont su adapter leur discours pour répondre à la pandémie de Covid-19. On l'a vu, ils ont créé de nouveaux cadres, ils ont cadré différemment la crise par rapport à son évolution. Et la pandémie, malheureusement ou heureusement, a détourné l'attention sur le vieux discours de la droite radicale. On n'est plus sur un discours anti-immigration forcément, antisémite, islamophobe, xénophobe, et qui porterait moins dans le nouveau contexte de crise sanitaire. Et ce que je voudrais surtout souligner, c'est que le changement de cadre a opéré à mesure que la crise sanitaire a évolué et que les mesures sanitaires ont changé. Cette transition de cadre se manifeste, on l'a vu une deuxième fois, au début de la guerre en Ukraine. Et maintenant, quelques pistes pour des recherches futures. Je pense qu'il serait très intéressant d'investir davantage des approches mixtes, donc à la fois le quanti et le quali. On pourrait aussi se poser la question comment la droite radicale modifie-t-elle le fonctionnement des démocraties représentatives et comment change-t-elle de discours pour continuer à exister. On le voit, elle s'adapte à des circonstances dramatiques aussi et des crises sanitaires de grande envergure. Et il faudrait peut-être aussi analyser le discours des influenceurs de la droite radicale sur d'autres plateformes. Je l'ai analysé sur Twitter, mais les influenceurs de la droite radicale sont énormément présents sur des plateformes d'hébergement et des médias alternatifs comme Gab, Telegram, Odyssée et Parler. Et aussi, il faudrait peut-être aussi s'intéresser à quels facteurs sont associés à un taux d'engagement plus élevé pour le contenu de la droite radicale sur les médias sociaux. Et enfin, comment les influenceurs de la droite radicale contribuent-ils à l'évolution du mouvement conspirationniste durant la pandémie ou dans d'autres circonstances? Et quelle est la réceptivité de leur discours auprès de leur auditoire? Moi, je me suis concentrée sur les influenceurs, mais j'en sais pas beaucoup sur comment les gens le reçoivent. Est-ce qu'ils adhèrent plus à certaines théories que d'autres? Donc voilà. Merci beaucoup.